Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7 hebdo. Cette semaine, plusieurs faits majeurs ont marqué l'actualité en Côte d'Ivoire. Au PDCI RDA, la situation de Bredoumi Soumaïla, mis sous mandat de dépôt, ouvre de nombreuses interrogations politiques, notamment à l'approche des législatives. Dans le même registre, la sortie de Charles Blé-Goudé fait réagir. Pourquoi maintenant et que faut-il y comprendre? À l'international, la Guinée-Bissau connaît un nouveau choc. Le président Embalo a été renversé et l'armée dit avoir pris le contrôle du pays, suspendant ainsi le processus électoral. Et puis, un moment plus léger dans cette émission, le retour très attendu d'Olivia Yassé après Miss Univers, qui sera accueillie par les Ivoiriens ce 29 novembre. Nous en parlons dans cette émission avec Jérôme Ndri, journaliste au Nouveau Réveil. Juste à côté de lui, il y a Noël Conan, directeur de publication de Leto.net, et juste en face des deux, il y a Aouman Gaël Lakba, analyste politique. Bonsoir à tous les trois. Merci d'être sur ce plateau. Bonsoir. Alors, ma première question va s'adresser à Jérôme. Est-ce que vous pouvez rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs les faits précis qui ont conduit non seulement déjà à la garde à vue de Bredoumi Soumaïla, député de la Nation? Alors, bonsoir. Écoutez, Bredoumi Soumaïla, le député Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCRDA, était hors du pays depuis quelques mois. Ce n'est que dimanche dernier qu'il a regagné Abidjan. Et lundi, il reçoit une convocation de la préfecture de police. C'est comme ça qu'il se rend à la préfecture de police ce jour. Et il est entendu pendant plusieurs heures et il a été gardé en vue pendant, on va dire, 24 heures. Ensuite, il a été entendu par le procureur. Aux dernières nouvelles, hier, nous avons appris qu'il a été mis sous mandat de dépôt et écroué à la Maca. Alors, il est quand même député de la Nation. Malgré son immunité parlementaire, il est mis sous mandat de dépôt. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela, Noël? Alors, moi j'ai suivi aussi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Maître Blessy, Chrysostome, suite à la première convocation. Il avait indiqué que Bredoumi il avait reçu une convocation. Et lors de l'audition, il a refusé de parler à un moment donné. Et il a été gardé à vue. Et le jour d'après, lorsqu'il a été déféré au parquet, on apprend qu'il a été placé sous mandat de dépôt. Bon, pour ce qui concerne un député, la Constitution même prévoit des dispositions, la Constitution en son article 91-92, qui accorde des privilèges, enfin des immunités aux parlementaires. Et dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a une procédure à respecter pour pouvoir interpeller un député. Et il faut avoir l'autorisation de la Chambre à laquelle appartient le député. Si à en croire ce que les responsables du PDCI, enfin les conseils du mise en cause ont dit, cette procédure n'a pas été initiée. D'accord. Et jusqu'à preuve du contraire aussi, en ce qui concerne le ministère de la Justice, ou je vais dire le parquet d'Abidjan, aucun communiqué n'a été produit dans ce sens-là. À part ce qu'a dit Maître Blessy pour dire qu'il est poursuivi dans le cadre d'un délit de flagrant délit, enfin, pour des faits de flagrant délit. Et il y a plusieurs infractions qui lui sont reprochées. On parle de 11 chefs d'accusation. Voilà, 11 chefs, ce qui est énorme. Et là, pour le moment, c'est un peu difficile de parler de ce que la justice n'a pas dit, ou le parquet aussi qui est chargé de cette procédure judiciaire n'a pas dit. Mais si le parquet ou le parquet qui le poursuit n'a pas saisi la chambre à laquelle appartient l'honorable, je pense que là aussi c'est une violation de ses droits. Pour les faits de flagrant délit, on n'en sait pas grand-chose, mais ce débat reste ouvert. Le débat reste ouvert, mais on a quand même envie de savoir comment est-ce que l'analyste politique décrit ce climat-là autour de cette affaire dans la sphère politique en Côte d'Ivoire. Disons que c'est la suite logique de ce qui s'est passé lors de la présidentielle 2025. Vous savez que l'honorable Bredoumi est le porte-parole du PDCI-RDA. Il avait en son temps, à l'époque, lorsque nous étions à l'approche de la présidentielle, il avait quand même s'était exprimé plusieurs fois, même s'il était hors du pays, dans certaines vidéos, dans certains écrits et tout. Donc on sait que de l'autre côté, la justice aussi
passait au peigne fin tout ce que les responsables politiques disaient en ce temps-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de 11 chefs d'accusation, mais il y en a qui sont vraiment lourds. On parle de terrorisme, de xénophobie, vraiment c'est lourd. Et il faut laisser quand même la justice faire son travail. Mais ici nous sommes en train de parler de ce qui est dans la forme de l'arrestation. D'abord il était maintenu en garde à vue. Il avait refusé de s'exprimer et c'est ce qui est logique tant que l'avocat n'est pas là. Quand les avocats sont arrivés, effectivement, sûrement, ils ont pu avoir quelques éléments de sa part. C'est la procédure. Hein. Normalement, en tant que citoyen ou bien en tant que responsable, quand vous êtes interpellé, si vous n'avez pas votre avocat, vous pouvez vous réserver le droit de ne rien dire. Et c'est ce qui est normal. Alors, pour pouvoir le garder, il fallait effectivement que, au niveau de la justice, on respecte. Parce que ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un député. Alors, il bénéficie effectivement de l'immunité, mais selon la loi, c'est seulement quand il y a cas de flagrant délit qu'on peut l'interpeller. Mais effectivement, au niveau du parquet, je crois le substitut du procureur a trouvé l'élément pour dire qu'on était effectivement dans un cas de flagrant délit. Pendant que lui, ses avocats disent que ce n'est pas le cas. Donc ici, il appartiendra, je pense, au juge de pouvoir déterminer si effectivement il y avait un cas de flagrant délit ou pas même. Finalement, il a été écroué, il a été placé sous mandat de dépôt, mais je pense que ce n'est pas tard, tout n'est pas encore fini. Aujourd'hui, le débat se tient, mais les hommes de droit ont là l'occasion de faire leur travail. Je veux noter un élément quand même qu'on n'a pas vu dans cette procédure. Bien vrai qu'on ait ces 11 chefs d'accusation qui sont lourds à mon sens, même si après, ça ne fait pas de lui un coupable. Ces avocats ont le temps de pouvoir démonter ces différents chefs d'accusation, mais il aurait pu quand même après cela bénéficier d'une liberté provisoire. Tout ça sont des choses qui peuvent se négocier. Alors vous parlez de liberté provisoire, mais moi j'ai bien envie de revenir sur la question de l'immunité parlementaire en Côte d'Ivoire. Jérôme, qu'est-ce que cela implique, mais véritablement pour l'ensemble de nos députés? Oh, écoutez, à regarder de près ces faits, je voulais juste rappeler un peu avant de revenir sur ça. Il faut noter aussi que Brindoumi, ce n'est pas la première fois, il avait été une première fois convoqué à la préfecture de police. Il a eu l'intervention de l'Assemblée nationale, notamment du président de l'Assemblée nationale, qui avait dénoncé même la procédure, ce qui a fait que cette convocation avait été suspendue. Et bon, là, la justice est revenue encore à la charge avec cette nouvelle convocation. Mais revenons un peu à l'immunité. Il faut souligner que depuis une décennie, l'immunité parlementaire qui est constituée comme un parapluie atomique pour le député dans l'exercice de sa fonction commence à être bafouée. Et je dirais que la fonction de député même commence à être désacralisée. Le député n'est pas un citoyen ordinaire qui peut être à tout moment être convoqué à la préfecture pour être traduit en justice. Il y a une procédure, comme l'a indiqué mon confrère, il y a une procédure à suivre. Et quand on était de remonter un peu les faits, en 2019 par exemple, on a eu 2 cas comme ça en Côte d'Ivoire où le député Lobognon et le député Owo avaient été convoqués à la police. Mais là, très rapidement, l'Assemblée nationale s'est saisie pour le bureau de l'Assemblée nationale a voté pour faire suspendre cette procédure. Et également en 2020, on revient encore avec les députés Dikayue et Afinguessan qui ont été arrêtés sans que leur immunité soit levée. La procédure indique que pour qu'un député soit traduit en justice, il faudrait que la chambre à laquelle le député appartient lève l'immunité. Mais ce que nous constatons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et nous, en tant qu'analystes politiques, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce qu'on va dans une procédure où désormais le député est comme un citoyen ordinaire qui ne bénéficie même pas, qui ne peut pas se prévaloir aujourd'hui. Un député ne peut pas se prévaloir aujourd'hui de son immunité pour pouvoir, dans sa fonction, dans l'exercice de sa fonction de député. Et cela est très dangereux et nous créons un précédent très dangereux pour les générations futures. Je pense que l'Assemblée nationale doit se saisir de ce dossier. C'est vrai,
On peut dire que cela, on utilise ça pour peut-être régler quelques petits comptes à des adversaires politiques, mais dans le fond, il faut faire très attention pour essayer de rétablir même l'immunité parlementaire. Parce que si cela n'est pas fait, cela peut impacter les différents mandatures qui seront à venir. On y prend garde. Avant que l'Assemblée nationale ne se saisisse du dossier, il y a la défense donc de M. Bredoumi qui affirme qu'aucun délit flagrant n'a été constaté. Ma question, c'est de savoir là, est-ce que ça c'est suffisant justement pour contester cette mise sous mandat de dépôt, Noël? Bon, l'avocat est dans son rôle en évoquant le flagrant délit. Et quand on regarde, moi c'est ce que je dis, ce débat, je suis un peu mal à l'aise parce que jusqu'à preuve du contraire, le ministère de la Justice, encore moins le parquet, n'a produit un communiqué. Voilà, relatif à cette affaire. Donc on s'en tient à ce que a dit l'avocat de Brendoumi, l'honorable Brendoumi Soumaïla, en l'occurrence maître Blessis Chrysostome. Et je pense que s'il l'a dit, c'est parce qu'il était présent au moment de l'audition de son client. Voilà, donc on retient que le parquet, sachant que le député bénéficie bien évidemment d'une immunité parlementaire, je vais dire, a préféré aborder dans le sens de la flagrance. Donc la flagrance permet d'office au parquet de l'entendre, et comme ça a été le cas, même s'il a refusé de s'exprimer, lorsqu'il a été déféré devant le procureur ou le substitut du procureur, ils ont estimé certainement que les faits qui lui sont reprochés, les 11 chefs d'accusation, pour le moment, sont, je vais dire, pas constitués en tant que tels, mais ces faits-là existent bel et bien. Donc il a été placé sous mandat de dépôt en entendant que certainement une enquête, puisqu'on parle de terrorisme. Donc je suppose que le dossier sera mis en instruction ou peut-être il sera jugé directement. Bon, puisque c'est des faits de flagrant délit, normalement, le procès se tient dans les plus brefs délais. Donc il appartiendra à l'avocat de prouver cela, mais c'est quand même un précédent. Un précédent, je dirais que peut-être c'est une jurisprudence. Si enfin, ces faits ont été tenus à l'encontre de ce dernier-là parce que on est rentré sur le volet politique. Moi, je dis toujours que la justice doit jouer son rôle en restant une institution, je vais dire, un contre-pouvoir qui joue son rôle sans qu'il y ait l'émission du pouvoir exécutif. Justement, Gaël, vous êtes tous d'accord sur le fait que l'immunité n'a pas été respectée. La portée politique, justement, dont parlait Noël Conan, c'est quoi pour vous? Si moi je veux aborder la portée politique, je vais m'interroger déjà sur un fait dont on ne parle pas assez. On parle beaucoup de l'immunité, mais je m'interroge sur la position de l'Assemblée nationale même. Parce qu'il a été d'abord en garde à vue. Vous voyez qu'il y a eu une procédure du 26 au 27. Et tout ce temps, pendant que ces avocats étaient en train de se battre, l'Assemblée nationale est où? Où sont passés ses collègues? Il a bien dit, Ndri, c'est cela qu'il avait déjà été convoqué une première fois. L'Assemblée nationale avait réagi. Est monté au créneau et puis, effectivement, ça a été suspendu. Et pour vous, que traduit ce silence aujourd'hui? J'en viens. Si cette fois-ci, l'Assemblée nationale n'a pas réagi, moi je pense que ce sont les députés eux-mêmes à leur niveau qui sont en train de désacraliser ce que l'immunité. Parce que quel que soit son camp, quel que soit son bord, en tant que député, puis ils sont tous députés de la nation, ils devraient quand même entrer en scène. Mais ils ne l'ont pas fait, effectivement, c'est là que se trouve l'aspect politique. Sûrement, on a les enjeux de l'élection législative qui arrive. Ils sont tous candidats. Est-ce que ce n'est pas une manière de se désolidariser, le laisser juste un moment dans ce problème pour éviter que peut-être il soit candidat dans sa zone et puis après, on pourra venir revoir. En Côte d'Ivoire, ici, politiquement, tout est possible. Alors, mais je vois plus un jeu politique ou une affaire de positionnement. Sinon, s'il y avait la solidarité, vous savez que devant les ambitions politiques, surtout quand on n'est pas du même bord, la solidarité, souvent, on met de côté, on finit d'avoir ce qu'on veut, et puis après, on peut revenir. Mais... Bredoumi Soumaïla, il faut le rappeler, est député issu du PDCI RDA.
Est-ce que son arrestation aujourd'hui pourrait susciter des tensions internes au sein de son parti? Oh, pas vraiment. Mais je voudrais même répondre un peu sur ce que le confrère a dit. On ne parlera pas de solidarité. C'est dans les normes de l'Assemblée nationale de pouvoir faire respecter l'humilité, d'abord l'institution et l'humilité parlementaire d'un député. Parce qu'un député en fonction ne peut pas être poursuivi par la justice comme ce que nous voyons là. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, malheureusement, depuis quelques années, nous constatons que les députés eux-mêmes bafouent leur humilité. Et quand on remonte en 2009, quand l'Assemblée nationale devait voter pour suspendre la poursuite contre Lobognon et O, on se rappelle bien que les députés du RHDP avaient refusé de voter. Ils avaient refusé de voter. Mais là, moi je pense que les députés ne doivent pas se mettre dans un carcan de parti politique. Là, il s'agit de l'exercice de leurs fonctions. Au-delà des chapelles politiques, les députés doivent faire attention, doivent faire bloc pour que désormais leur immunité soit respectée. Alors, revenant à ta question, je ne pense pas que je pense pas que l'emprisonnement de Brendoumi peut créer un trouble. Non, pas possible. Brendoumi, quand même, c'est le porte-parole du PDCI-RDA, jusqu'à preuve du contraire. Le reste, c'est le porte-parole du PDCI-RDA. Malgré qu'il a été contraint d'être à l'extérieur pendant près de 4 ou 5 mois, il demeure le porte-parole du PDCI-RDA. Et dans sa position de porte-parole du PDCI-RDA, je pense que c'est une personnalité, je dirais, très en vue, très respectée au sein du PDCI-RDA. C'est vrai que cette situation se produit et on nous dira que c'est la suite logique, comme Gaël l'a dit, c'est la suite logique de ce qui a commencé depuis la présidentielle. Et il faut indiquer que plusieurs cadres du PDCI ont subi ces pressions, ont été arrêtés, qui sont aujourd'hui en prison. Bon, on peut dire que c'est la suite logique. Nous sommes également dans un environnement où la justice ivoirienne est indexée. Est-ce que vous pensez que ce type d'affaires peut affecter la confiance des citoyens en leur justice? Moi, je pense plus ou moins, puisque aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a quand même des citoyens ont quelques critiques envers la justice. Certains citoyens pensent même que la justice est aux ordres d'un camp. D'aucuns indiquent même que la justice ne tranche en faveur du pouvoir. Noël qu'on a indiqué tout à l'heure, dans ce débat politique, la justice doit se mettre à équidistant des chapelles politiques et dire le droit pour que les citoyens aient confiance en cette justice. Brendoumi Soumaïla mis sous mandat de dépôt. Quelles conséquences immédiates pour ce député de la Nation, Noël Conan? Bon, je pense que pour le moment, la conséquence, je suppose que je ne suis pas à sa place, mais moralement, certainement, il doit être affecté parce que c'est pas facile de se retrouver en milieu carcéral. Quand on est un député, je vais dire une personne bien nantie dans la société. En tant que député, je suppose que voilà, il a une ossature, il avait une vie assez reluisante, mais là, il se retrouve en milieu carcéral. Moralement, je pense que il doit être affecté. Maintenant, si ce n'est pas le cas, tant mieux. Maintenant, en ce qui concerne sa carrière politique, moi, je dis toujours que les politiciens sont ceux qui, généralement, malgré qu'ils aient fait la prison ou ils aient été condamnés, ça n'affecte pas ça n'entache pas leur casier judiciaire parce qu'on dira que c'est des prisonniers politiques. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'a rien à craindre. Plusieurs personnalités politiques ont fait la prison, mais ça ne les a pas empêchés plus tard de briguer des postes, ainsi de suite. Donc, tout le débat va se passer peut-être lors de son procès. On verra ce que... Justement, parlant du procès, ça c'est une question que beaucoup de personnes attendent. Est-ce qu'on peut envisager un retour rapide à l'équilibre si jamais la procédure respecte mais véritablement la Constitution, Gaël? Moi, je doute même que ce procès, je dis bien, je le dis avec des pinces, je doute qu'on ait procès.
D'accord. Parce que ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir. Et à quoi s'attend Gaël Aouma? Il pourra faire peut-être 3 mois, 4 mois, comme souvent on le voit, et puis après, arrangement politique, et puis un matin, il sort. Moi, je vois plus. Tout à l'heure, il parlait des conséquences. Vous voyez les conséquences, il a abordé bien le côté un peu sur la personne, mais il y a la conséquence sur son parti d'abord, et puis il y a la conséquence sur son ambition politique. Regardez le contexte dans lequel nous sommes. Nous allons aux législatives. Donc, Bredou Miseki, il est le porte-parole du PDCI, un très proche du président Thiam. Ils font la stratégie du PDCI ensemble. Le PDCI décide d'aller à ces législatives-là. Un Bredoumi inactif, ça a forcément un impact sur le PDCI et sa stratégie pour ces législatives. À côté de cela, pour lui-même, personnellement, il est député et candidat. Il ne pourra pas être sur le terrain, il ne pourra pas... il sera candidat parce qu'il n'a pas encore condamné. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître que être en milieu carcéral et puis être sur le terrain, être libre pour une campagne, c'est pas la même chose. Donc, à ce niveau-là, voici les conséquences directes. Mais une chose est sûre, je ne pense pas trop que cette affaire aille jusqu'au bout. On n'a pas habitué à ce genre de procès en Côte d'Ivoire. Voir un politique, d'autant plus un député, interpellé, écroué, aller au procès, ou même on va médiatiser parce que forcément la presse va se retrouver, des choses vont être dites et tout, de façon contradictoire entre le juge, le procureur, la défense. Je vais poser la question, combien de fois on a vu ça en Côte d'Ivoire? On n'en voit presque pas. Donc ce sera un point de temps. Alors ceci m'emmène à une question pour parler de démocratie. On va faire le dernier tour de table autour de cette thématique. Avec Gaël, finalement, quel message l'État et même les partis politiques doivent-ils envoyer à l'ensemble des Ivoiriens dans le but justement de rassurer tout le public vivant en Côte d'Ivoire? Non, ce qu'il faut aujourd'hui, on sait d'où on vient. D'un camp comme de l'autre, personne n'est blanc comme neige. Moi, je pense qu'il faut qu'on pense déjà à 2030. Et il faut que la classe politique arrête de servir à la population ivoirienne ce qu'on a toujours eu l'habitude de voir. Et ce sont ce genre de choses-là. Vous voyez, là, on a fini 2025, on s'en va vers 2030. Ce genre d'actualités vont jalonner 2025, 2030. Et encore, on risque de se retrouver avec les mêmes choses qui se sont produites en 2025 lors de la présidentielle. Il faut qu'on décide de vraiment changer. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, le président de la République, il est président, il fera le dernier mandat selon la Constitution, mais au nom de ce dernier mandat, il doit pouvoir se lever au-dessus de son parti politique, il doit pouvoir se lever au-dessus du discours politique trop partisan pour être comme une sorte de père de la nation, appeler tous les fils, que ce soit de l'opposition, pour rassurer tout le monde que ces arrestations, tout azimut, s'arrêtent. C'est vrai, je ne dis pas que tout le monde est innocent, mais qu'ils réussissent à s'asseoir, qu'on réussisse à penser les plaies. Parce que tous ceux qui sont interpellés aujourd'hui, c'est vrai que peut-être il y en a qui ont eu à faire des choses, mais ces choses qu'ils ont eu à les faire, là, c'est pourquoi il y a quelque chose, il y a un mobile qui les a amenés à le faire. Si vous les interrogez, ils vous diront que ce sont eux les victimes. Pendant que de l'autre côté aussi, ils diront que ce sont eux qui sont les bourreaux. Donc il faut qu'on puisse, pour une fois, s'asseoir ensemble. Et puis, on en est capable en Côte d'Ivoire. Les gens sont assez intelligents pour pouvoir Merci, le faire. Gaël. Il faut qu'on arrête de penser aux choses. Alors, on va laisser la parole maintenant à Jérôme. Les prochaines étapes à comprendre ou à suivre dans cette affaire de l'arrestation de Bredoumi Soumaïla. Avant de parler des prochaines étapes, je voudrais rappeler aussi que l'Union internationale parlementaire avait déjà interpellé la Côte d'Ivoire sur le non-respect de l'unité parlementaire. Également, l'Union parlementaire francophone avait également interpellé la Côte d'Ivoire en 2019, en 2020 sur le non-respect de l'immunité parlementaire. Donc je pense que la prochaine étape, ce sera quoi? Bon, pour moi, je pense que les politiques doivent régler leurs problèmes dans un cadre politique. Dans un cadre politique sans trop mêler la justice aux problèmes politiques. C'est vrai que très souvent, on commence par la justice et on termine par les accords politiques. Pourquoi ne pas commencer par les accords politiques et laisser peut-être la justice, peut-être en dehors parce que les politiques, quel que soit ce que nous avons remarqué en Côte d'Ivoire, quel que soit ce qui peut arriver, les politiques arrivent toujours en s'attendant sur le minimum. Pourquoi ne pas s'asseoir dès maintenant pour chercher à s'entendre sur le minimum pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer?
Parce qu'aujourd'hui, on commence avec les démêlés judiciaires, demain, les mêmes politiques vont s'asseoir autour d'une table et puis essayer de discuter. On peut commencer par là, pour éviter qu'on puisse connaître ces retards, ces morts par-ci, ces emprisonnements. On peut éviter et tout ça pour aboutir à une stabilité politique. Justement, pour aboutir à cette stabilité politique, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'importance du respect de l'immunité parlementaire, Noël Conan? On va finir avec vous. Bon, l'immunité parlementaire, c'est un droit conféré par la Constitution à nos élus, je vais dire, nationaux. Parce qu'une fois élu député, il devient l'élu national ou l'élu du peuple. Donc, dans l'exercice de leurs fonctions, la Constitution leur a conféré ces avantages. Bon, on parle de privilèges ou immunité pour certains. Donc, il est bon parce que lorsqu'ils légifèrent ou dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il y a certains actes qu'ils posent. On dit pendant cette période-là, tout ce qu'ils ont posé comme acte dans l'exercice de leur mandat parlementaire, ils ne peuvent être poursuivis. Mais lorsqu'on parle de délit ou crime, là, ils peuvent être poursuivis, mais il y a une procédure que la Constitution demande de suivre. Le cas de flagrant délit, on dit qu'il peut être interpellé. Mais si je pense que la Constitution est respectée et que la justice aussi joue correctement son rôle, ça ne peut que créer la confiance au sein des populations et renforcer aussi nos différentes institutions. Mais quand les suspicions pèsent de part et d'autre, je pense que cela contribue à fragiliser nos institutions et c'est la démocratie aussi qui prend un coup. Merci à Noël Conan. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 7 hebdo qui retrace l'actualité de la semaine. Nous venons à peine d'analyser en profondeur la mise sous mandat de dépôt du député Brédoumi Soumaïla et ses implications sur la scène politique ivoirienne. Un autre événement a également attiré l'attention cette semaine. Il s'agit de la sortie très médiatisée de Charles Blé Goudé, une prise de parole qui soulève immédiatement deux questions centrale. Pourquoi maintenant? Et c'est quoi le message qu'il cherche à faire passer dans ce contexte politique actuel? Alors, Jérôme, pourquoi selon vous, Charles Blé Goudé a choisi de parler publiquement maintenant de ces épisodes passés? Écoutez, la sortie de Charles Blé Goudé suscite quelques interrogations. Pourquoi c'est maintenant que Charles Blé Goudé parle, ces événements qu'il essaie d'énumérer et que ces événements se sont réellement passés, puisque hier nous avons eu sur un plateau quelqu'un qui est venu le contredire, qui est proche justement du camp Babo, qui a tenté de contredire Blé Goudé. Est-ce qu'il y avait un message à passer? Le timing choisi par Blé Goudé est fait à dessein. C'est vrai, on peut se poser plusieurs questions sur cette sortie. Mais cela m'amène à indiquer que c'est vrai, il peut y avoir ses motivations. Peut-être que le timing a été très bien choisi. On sait qu'aujourd'hui, la gauche est fragilisée avec toutes ces pressions politiques après la présidentielle. On sait aujourd'hui que le PPACI, par exemple, n'ira pas aux législatives, et qu'il y a des dissidents qui ont décidé de participer à ces élections, ce qui affaiblit un peu cette gauche. Et quand on essaie de regarder tout cela de près, mais moi je reviens pour indiquer qu'il y a ce que nous appelons en politique le principe de l'omerta, la loi du silence. Qu'est-ce que ça veut dire pour le principe de l'omerta? C'est-à-dire que quand vous êtes dans un sphère comme la politique, il y a des événements qui peuvent se dérouler, il y a des secrets qui peut... Pour vous, il allait trop loin? Il y a des secrets qui ne peuvent pas être révélés sur la place publique. Pour moi, il allait un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il a violé un peu ce secret de l'omerta. Vous pensez que, par exemple, ceux qui ont été sous Houphouët-Boigny, ils n'en savent pas beaucoup sur la Côte d'Ivoire? Vous les avez entendus parler une fois, mettre des secrets d'État sur la place publique? Non. C'est parce qu'ils respectent ce qu'on appelle cette loi de l'omerta. Cette loi mais justement, qu'est-ce qui pourrait justifier l'acte de Blé Goudé? Mais bon, on nous dira que peut-être il a été poussé à bout, parce que lui-même, il a employé l'expression, ils ont mis leur main dans ma gorge, donc il avait tellement de pression. Mais quand on est homme politique,
de la trempe de Blé Goudé, je pense qu'il y a quand même une certaine position à prendre. Il faut avoir un peu de retenue et ne pas peut-être divulguer certains secrets. Moi, j'appelle ça secret d'État. Parce que c'est un homme politique. Blé Goudé est considéré comme un homme politique, un leader aguerri. Donc, c'est mal vu de venir exposer. C'est vrai qu'il peut avoir ses motivations. Il a ses motivations, peut-être qu'on l'a poussé à bout, peut-être qu'il a choisi de passer un message, mais au-delà de tout ça, tu es un homme politique et le respect de la loi du silence t'impose de pouvoir te taire, même sur certains secrets, même si cela te brûle, de pouvoir te taire sur certains secrets. Noël Conan, certains estiment que le message porté par Blé Goudé sur la place publique concernant donc Laurent Gbagbo et son épouse cache une stratégie derrière pour se réinventer politiquement. Votre avis? Bon, moi, ce que je retiens de la sortie de M. Charles Blé Goudé, je dirais que ce spectacle que nous offre, je vais dire, la gauche ivoirienne, est vraiment quelque chose de, excusez-moi le terme, mais lamentable. Parce que je pense que quand on fait la politique, c'est pour le bien des populations. C'est pour que la population puisse vivre dans de meilleures conditions. Mais ce que la gauche est en train de montrer aux Ivoiriens aujourd'hui, en dévoilant même, comme Jérôme l'a dit, des secrets d'État, je ne dirais pas forcément des secrets d'État, mais ça nous a permis, à travers cette sortie de Blé Goudé, de comprendre un certain nombre d'actes posés par l'ancien régime, le FPI, qui pour moi pourrait constituer un peu comme une haute trahison. Parce que se retrouver en tant que chef de l'État dans un autre domicile privé, puis aborder des questions qui engagent toute une nation, c'est assez grave. Maintenant, quant à la sortie de M. Charles Blé Goudé, moi, je ne suis pas dans la tête de Blé Goudé pour imaginer la stratégie qu'il a en tête, mais cela n'honore pas, je vais dire, la politique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a mieux à proposer aux Ivoiriens que de rester dans ces guéguerres où on vient divulguer les secrets, on vient s'accuser mutuellement d'avoir fait ceci. Je pense que on sort des élections présidentielles, il a eu à soutenir une candidate et on a vu le score que cette dernière-là a récolté au terme de ces élections. Il devrait plutôt faire le bilan, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, que de rentrer dans ces faits passés qui en réalité n'apporte rien aux Ivoiriens, au quotidien des Ivoiriens. Noël Conan a parlé de secret. Il y a des confidences qu'a donné Charles Blé Goudé dans cette émission, des confidences sur sa détention à la CPI, mais également sur la mission à lui confier par Laurent Gbagbo. Gaël, comment est-ce qu'on pourrait interpréter tout cela? La gauche a le chic de savoir et d'être efficace lorsqu'il s'agit de se battre entre elles. Mais quand il s'agit de se battre contre le pouvoir, ou bien, contre le pouvoir, ça manque de stratégie. Ce que vous dites est révélateur parce que, en même temps que je dis, c'est même pas le terme approprié. Si vous avez l'habitude de suivre l'actualité de la gauche depuis la chute du président Gbagbo, vous comprendrez que ce qui est en train de se passer, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seulement, c'est Charles Blé Goudé qui ne parlait pas. Mais derrière lui, la plupart des cadres du PPACI, que ce soit du PPACI, que ce soit du camp Afin-Guessan, que ce soit des cadres du PPACI et du COGEP, ce genre de débat-là existait déjà depuis longtemps. Et quand vous écoutez bien, si vous avez eu l'habitude d'entendre, c'est des mêmes choses en fait en réalité qui ne font que revenir. Et que Charles Blé Goudé, lui, étant celui qu'il représente en tant que président du COGEP, le fait qu'aujourd'hui ce soit lui qui donne, ça donne un certain crédit. Sinon, il y a bien de vieilles vidéos où tout ce qu'il a dit était déjà dit. Alors beaucoup se demandent si cette sortie vise à clarifier son image ou encore à critiquer l'ancien mentor. Je vous donnerai mon analyse et vous allez voir. Déjà, mon point de vue, c'est que c'est un débat qui est digne de novelas, qui est digne de discours de coups communs, qui n'a rien à voir avec la politique, la réelle politique en Côte d'Ivoire. Parce que pendant qu'ils sont en train de servir cela aux Ivoiriens, le RHDP est en train de verrouiller les législatives et puis en train de penser à 2030. Quand ils vont se réveiller, ils viendront, tout est déjà fini.
souvenons-nous qu'à 2 jours de la présidentielle, le président Laurent Gbagbo, quand il s'exprime, il annonce pour la première fois et officiellement qu'après les législatives, il prend sa retraite politique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que ceux qui sont allés au PPACI avec le président Gbagbo, on les appelle les GOR. Les GOR, ça veut dire Gbagbo ou rien. Il y a un groupe qui était déjà parti avec Afi, eux, ils ne sont pas les GOR. Donc, on va dire que ceux qui sont restés avec Gbagbo pour venir faire le PPACI, ce sont les inconditionnels. Mais quand le président Gbagbo annonce qu'après les législatives, il se retire, qu'est-ce qu'on constate? Bien après un comité central, le PPACI décide de ne pas aller à ces législatives. Normalement, à quoi on devait assister? Ils devraient tous ne pas y aller. Il y a un groupe de cadres qui décide de braver la décision du président Gbagbo. Une vingtaine qui décide d'aller. Mais ce n'est pas fortuit. Parce que c'est l'après Gbagbo qui est en train de se jouer. Alors on aimerait bien savoir le lien avec Charles Blé Goudé, puisqu'il ne fait pas partie du PPACI. Lui, il ne fait pas partie du PPACI, mais il se reconnaît comme étant fils du président Gbagbo. D'accord. Vous entendez quand il parle de père, il parle de mère, il parle d'enfants dont la mère n'est plus dans le foyer. Charles Blé Goudé, c'est vrai, il n'est pas dans le PPACI, mais il se voit disputer aussi l'héritage que Laurent Gbagbo va laisser. Et il le dit à demi-mot dans son discours, beaucoup de choses se sont passées, je ne peux plus rester sans rien faire. Sinon, il serait resté seulement dans son affaire de COGEP. Et au-delà de cela, il veut profiter en même temps pour régler ses comptes. Il savait que il a toujours su depuis des années que c'est une boîte de Pandore à ne pas ouvrir. Et une fois qu'elle serait ouverte, on ne peut plus la fermer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il entre dans le débat, il règle ses comptes pour chercher à faire savoir qui a fait quoi et qui est qui en réalité. Et vous verrez dans les jours qui vont venir, ça va s'accentuer. Même, je doute même qu'aujourd'hui, si le président Gbagbo même prenne la parole, que quelqu'un l'écoute. Parce qu'ils sont bien bons dans ce genre de débat. Et finalement, aujourd'hui, on parle de qui? Charles Blé Goudé. Pendant que dans le PPACI, il y a un groupe qui apparemment est plus avec Nadi Bamba. D'autres les soupçonnent de vouloir prendre l'appareil. Pendant qu'un autre groupe de l'autre côté aussi se cherche. Mais Charles Blé Goudé met le pied dans le plat. Et on est dans la bataille, on est en plein dans la bataille de la succession du président Laurent Gbagbo. Quand on écoute tout ça, quand on se rend compte de l'acte posé par Laurent Gbagbo et par Charles Blé Goudé, est-ce qu'on peut parler de rupture définitive avec son mentor Laurent Gbagbo, Jérôme? Non, il n'y a pas de rupture. La preuve, c'est que dans ses propos, il plaide même pour pouvoir rencontrer Gbagbo. Il indique même que Gbagbo demeure son père et lui, il veut rester toujours le fils de ce mentor, de son mentor qui est Gbagbo. Pour Blé Goudé, il n'y a aucune raison de pouvoir créer la fracture ou bien de se séparer totalement de Gbagbo. Il indique même dans ses propos qu'il souhaite même que toute la gauche se retrouve, se rassemble. Mais se rassemble autour de qui? Se rassemble autour de Gbagbo. Pour que le Gbagbo puisse se disputer peut-être les quatre. Sinon, Blé Goudé, dans ses propos, plaide encore, continue de plaider pour être aux côtés de Gbagbo, malgré qu'il, peut-être sur le plan politique, il a sa machine politique, Gbagbo a sa machine politique, mais Blé Goudé reste. Il plaide toujours pour être le fils de Gbagbo. Mais je ne pense pas que cette sortie-là, c'est pour créer une rupture. Non, ce n'est pas pour créer une rupture. Plutôt, là, je rejoins un peu Gaël. Blé Goudé joue aussi l'après Gbagbo. Parce que Gbagbo qui va prendre sa retraite, quelle figure emblématique est là après Gbagbo? Quand on essaie de faire le tour au PPACI, on ne voit rien. Quand Blé Goudé attaque frontalement Stéphane Kipré, il s'est dit que Stéphane Kipré, étant proche de Nadi Bamba, revendique c'est après Gbagbo là aussi. Donc il faut aller très vite, essayer de pouvoir chercher à se positionner. Parce que, quoi qu'on dise, si Gbagbo aujourd'hui prend sa retraite politique, Blé Goudé peut glaner quelques militants là-bas, des anciens collaborateurs, parce qu'il a même cité des noms. Et vous dites, vous voyez la gauche, Lida Kwasi en prison, tel en prison. C'est que ces personnes-là, il a des bons rapports avec eux. Il soutient même qu'il parle en secret avec certains d'entre eux. Parce qu'il ne peut pas parler ouvertement, mais il parle en secret avec certains d'entre eux. C'est pour dire qu'il a encore des contacts
autour de Gbagbo, et il peut toujours glaner quelques minutes après le départ de Gbagbo. Donc tout ça l'un mis dans l'autre, Blé cherche à se positionner, et je pense qu'il pourrait être sur la bonne voie. Alors, c'est un message qui a surpris plus d'un. Noël Conan, vous êtes directeur de leto.net. C'est sûr que vous êtes toutefois sur Internet. J'aimerais savoir avec vous comment est-ce que les militants et les sympathisants de l'homme ont pu réagir après cette sortie médiatique. Bon, comme je le disais tout à l'heure, moi je pense que c'est un spectacle un peu désolant que ces acteurs politiques ont fait aux Ivoiriens. Voilà, et puis, comme le disait aussi Gaël, il y a bien longtemps sur les réseaux sociaux que ces camps se combattaient par des publications de vidéos, des attaques ciblées et autres. Et lorsqu'il a fait sa sortie, on a vu effectivement que depuis le jour qu'il est passé, je ne me rappelle plus bien de la date, mais lui-même, il a posté une vidéo, je crois hier, où il était dans un champ. Voilà, il a parlé encore en parabole parce qu'il a vraiment l'art de s'exprimer en parabole. Bon, c'est cette même ambiance-là de guéguerre entre pro, je vais dire COJEP ou pro Blé Goudé et les caciques de ce qu'on appelait les Gors et ceux qui soutiennent aussi le camp Nadi Bamba, le camp que moi je ne vois plus trop, c'est celui de Afinguessan. Ils sont en embuscade. Voilà, qui s'est pratiquement un peu éclipsé parce que lui-même voilà, il s'est mis en retrait. Il dit que pour les prochaines élections législatives, il ne va pas compétir. Donc, ce camp l'héritage que Gbagbo est en train de laisser est en train de partir en lambeaux. Parce que, bon, chacun n'a pas pensé peut-être à l'après-Gbagbo, ou même à penser à se refaire lui-même, et utiliser Gbagbo comme fonds de commerce pour prospérer. Malheureusement, je pense que si Gbagbo s'efface de cette vie politique, je ne pense pas que si chacun ne réinvente pas sa façon de faire la politique et continue d'utiliser le nom Gbagbo, cela ne va pas prospérer. Et ce n'est pas d'ailleurs même à leur avantage de se livrer cette guerre-là parce que, comme il a dit, le RHDP est en train d'asseoir une stratégie pour non seulement la conquête, ce qu'ils ont déjà fait, ils ont l'élection présidentielle. On va parler du maintien au pouvoir. Voilà, le maintien au pouvoir, et peut-être penser même à 2030 encore, comment faire pour se maintenir au pouvoir, pendant que l'opposition nous sert un spectacle très désolant. Gaël parlait de films de novelas. Alors, le temps court après nous. Dernière question pour un tour de table autour de la thématique de la sortie de Blé Goudé. Cher Gaël, est-ce que on sait que cette sortie-là a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. On a Konaté Navigué qui s'est exprimé après cette sortie. Sidiki Konaté, l'ancien ministre, s'est également exprimé. Monsieur Konaté Navigué parle, lui, de démarche gênante et de secret à ne pas révéler. C'est quoi la portée que tu donnes à ce commentaire en une minute, s'il te plaît? Aucune. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, tous ceux qui sortent sont en train de faire le service après-vente. D'accord. Le service après-vente de tous ceux qui sont proches de Nadi Bamba parce qu'elle a été attaquée frontalement. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, un élément vient pour faire le service après-vente. De l'autre côté aussi, sur la question que vous avez posée à Conan, c'est que les cadres du COJEP sont vraiment en bloc et ils sont en ordre de bataille. Donc quand quelqu'un proche de Nadi sort, le lendemain ou les heures qui suivent, un autre élément du côté COJEP sort. Donc c'est la bataille qui est lancée. Nous autres, nous sommes là pour malheureusement assister. On verra à ce que ça va nous mener. Mais je pense que ça va durer un petit moment. Alors, finalement, il y a forcément des leçons à tirer. Hein. C'est quoi les leçons à tirer sur ces révélations-là quand on parle de la gestion des alliances au sein de la gauche ivoirienne? Quelle bonne leçon qu'on peut tirer de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la gauche ivoirienne doit se refaire. Doit se refaire, savoir comment on gère les affaires de l'État, on gère la politique. C'est-à-dire, c'est vrai, la gauche, les acteurs de la gauche ivoirienne revendiquent être des politiques aguerris. Mais dans le fonctionnement,
il y a beaucoup de failles. Ils doivent se réinventer, savoir comment on fait la politique. Et dans la démarche politique, ils doivent comprendre qu'il y a des étapes, il y a des choses qu'on ne peut pas révéler, il y a des secrets qu'on ne peut pas mettre sur la place publique, il y a des guerres internes qu'on ne peut même pas venir exposer sur la place publique. Des secrets ont été livrés publiquement. Parce que cela ne sert pas les Ivoiriens. Moi, je ne sais pas. Cela n'a pas apporté un plus-value à la vie des Ivoiriens. La sortie du blé goûté, ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Moi, je rien du tout. Aujourd'hui, et même à la classe politique, ça a apporté quoi? Le PDCI aujourd'hui pense aux législatives et pense à son porte-parole qui a été arrêté. Je ne pense pas que cela puisse il y a d'autres chats à fouetter. Alors, comment est-ce que toutes ces révélations-là peuvent influencer les alliances ou les tensions, non seulement au sein du COJEP, mais également sur toute la scène politique? Bon, ces révélations, moi je pense que, comme Jérôme l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous nos cieux. Voilà, peut-être la seule chose qu'on a pu tirer de ces révélations, c'est que le pouvoir, enfin celui qui était le détenteur du pouvoir exécutif, allait régler des problèmes hors cadre, je vais dire, présidentiel. Voilà, présidentiel, ce qui n'est pas bon. Maintenant, en ce qui concerne toutes ces révélations, ça ne peut que peut-être renforcer les uns et les autres que... Enfin, moi, j'aurais bien voulu qu'ils se remettent en cause pour dire comment est-ce qu'on a fait, on s'est arrangé pour perdre ce pouvoir d'État. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à se mener cette guéguerre-là. Ça prouve qu'ils n'ont pas tiré les leçons de la perte du pouvoir. Merci, Noël Conan. Très rapidement, en 20 secondes, s'il te plaît. Vous allez voir, il y a un truc, c'est que autour, moi je pense que c'est Laurent Gbagbo, je ne dirais pas le problème, mais c'est autour de lui que tout se passe. Et si vous remarquez bien, si vous interrogez l'histoire, tout le temps que autour de Laurent Gbagbo, ses cadres, ses amis se sont battus, il n'a jamais levé la voix pour pouvoir les ramener à l'ordre. Merci Gaël Lakbar. Nous sommes contraints de poursuivre cette émission. Chers téléspectateurs, nous changeons de décor pour nous tourner à présent vers l'international. Nous tournons maintenant vers la Guinée-Bissau où le président Umaru Sissoko Embalo a été renversé par l'armée, entraînant la suspension du processus électoral et bien entendu la mise en place d'un couvre-feu. Au-delà des faits, cette situation pose des questions importantes sur la stabilité politique, la légitimité des institutions et même les implications régionales. Alors, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on peut retenir des motivations, Jérôme, qui peuvent expliquer ce coup d'État en si peu de temps après une élection présidentielle? On pourrait dire que ce coup d'État était peut-être prévisible. Vous savez que la Guinée... Bissau est habitué des coups d'État. C'est pas un fait nouveau dans ce pays. Mais ce qui intrigue dans ce énième coup d'État, c'est que certains observateurs soutiennent même que c'est un auto-coup d'État fabriqué par le président lui-même. Et certains faits leur donnent raison. Quand on voit par exemple que celui-même qui a pris le pouvoir, le général Ntam, c'est un proche d'Embalo. Également le premier ministre Ididio Vieira qui vient d'être nommé est également des proches de Nambalo. Et ce qui même est surprenant, c'est que c'est le président lui-même qui informe la presse qu'il vient d'être renversé, qu'il a été arrêté. Ça vraiment c'est un coup d'état spectaculaire. Comme le dirait Gaël, c'est digne d'un film hollywoodien. C'est la première fois qu'on voit en Afrique un président qui dit même aux journalistes faire vite, les gens sont là pour ne pas qu'ils arrachent mon portable, faisons l'interview très rapidement. Bon, c'était vraiment spectaculaire. Donc, tout cela mis dans l'autre, on s'est dit que est-ce que ce coup d'État n'a pas été fabriqué peut-être par le président lui-même, parce que quand on se rappelle bien, lors des élections présidentielles, lors de la campagne d'élection présidentielle, Mbalo, il avait été un peu très dur avec ses opposants. Il dit qu'il est prêt à quitter le pouvoir, mais il ne souhaite même pas qu'un seul de ses opposants prenne le pouvoir. Quand un président dit ça, et que quelques heures après... Et qu'il savait lui-même plus ou moins qui pourrait le remplacer. On s'est dit que est-ce que tout cela n'est pas monté de toutes pièces? Alors, on aimerait bien savoir le rôle que pourrait jouer justement dans ce contexte de coup d'État, là, le rôle que devrait jouer la CEDEAO et l'Union africaine.
Bon, on a habitué aux communiqués que vont produire ces organisations. Ils l'ont déjà fait. Voilà, donc l'Union africaine, c'est voilà, ils ont suspendu. c'est ça devient une routine finalement quand un régime élu démocratiquement est renversé. Ces organisations-là s'attellent à produire des communiqués. On a vu avec le Niger et puis le Mali, des communiqués même qui ont sanctionné ces États, ensuite menacé même d'intervention militaire. Mais ces nouveaux hommes forts sont restés sereins à la tête des institutions. Et le cas de la Guinée-Bissau, c'est que c'est un État qui est confronté au trafic de la drogue. Et je vais dire, ce fléau-là a pratiquement infesté toute la société, y compris l'armée elle-même. Et par le passé, la plupart de ceux qui ont fait ces coups d'État, ils étaient impliqués dans des affaires de drogue. Et le correspondant de TV5, je me rappelle, quand ils ont fait, je ne veux pas faire de la publicité, mais le reportage qu'ils ont fait, c'est que le correspondant a dit que les militaires soupçonnaient le président d'être en accord avec les narcotrafiquants pour des achats d'armes. Okay. Voilà, donc ils ont pris le devant en faisant ce coup d'État-là. Donc c'est dommage, la CEDEAO, l'Union africaine ont pondu des communiqués, mais je pense que ça ne va en aucun cas perturber ces nouveaux hommes forts à la tête de l'État de Guinée-Bissau. Alors, ma dernière question sur la chose en ballot, parce qu'on est pris par le temps. Enfin, Gaël, est-ce que ce coup d'État envoie un signal aux pays environnants, aux pays de la sous-région, sur le rôle de l'armée dans la sphère politique? Non, l'armée même n'a rien à faire dans la politique, en fait. Mais ici, comme le disait Ndri, ça amène à cogiter. Quand on voit qui finalement a pris le pouvoir et avec qui il collabore. Mais je vais venir sur un élément et qui va m'amener sur l'opposition, parce qu'on ne parle pas de l'opposition de son candidat. On est dans un processus qui n'est pas encore achevé, où malheureusement le président sortant et le candidat face à lui revendiquent à tous les deux la victoire. La victoire. Moi je pense que si, selon les résultats qui étaient déjà vus, si c'était vraiment un ballot qui l'emportait, il n'aurait pas eu ce coup d'État-là. Peut-être que s'ils allaient jusqu'à la fin, ils avaient compris que les carottes étaient cuites pour un ballot. Donc on nous sait ce scénario-là. Donc il serait important de se poser la question de maintenant, en face. C'est vrai, la CEDEAO a fait son travail, suspendu, condamné, Union africaine et tout, mais ça va se passer à l'intérieur. Qu'est-ce que l'opposition va faire face à cette situation? Est-ce qu'ils vont vouloir résister? Est-ce qu'ils vont revendiquer leur victoire? Je pense que c'est là que ça va se jouer. Sinon, les militaires en ballot sont communiqués, tout ce qui est là, pour moi, c'est un film. Et en face, il y a une opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour anticiper mais véritablement les tensions en Angola? Il faut vraiment décider. C'est même pas seulement là-bas. Partout, je l'ai dit plusieurs fois, on a l'impression, quand on analyse, que peut-être que la démocratie, c'est pas fait pour les Africains. La démocratie qui est vécue ici est taillée du même bois que la même démocratie qui est en Occident. Ce sont les mêmes textes, à la limite. On copie là-bas. Mais ici, ce sont les hommes qui agissent. Si le gars il prend le pouvoir, on dit il faut faire 2 mandats. Après 2 mandats, tu t'en vas. Il veut pas. Après, il trouve un moyen de pouvoir modifier le texte. On dit pendant qu'il y a la présidentielle, toi-même président de la République, on laisse la commission électorale annoncer les résultats. Toi-même président de la République, tu annonces déjà ta victoire. En fait, il y a trop d'imperfections. Et je pense que c'est plus sur les hommes qu'il faut travailler. Parce que tant que les hommes c'est plus sur les hommes qu'il faut travailler. On va retenir ça. L'Union africaine et la CEDEAO, généralement, c'est des médecins après la mort. On aura l'occasion d'aborder une question sur ils nous ont habitués à des communiqués. Quand ils voient venir le danger, ils ne réagissent pas. Ils attendent juste que le danger se produise. Et puis, ils viennent prendre des communiqués. Alors, nous ne sommes pas loin de la fin de cette émission, mais il nous faut...
après avoir analysé les événements politiques en Guinée-Bissau, nous devons revenir en Côte d'Ivoire sur cette actualité qui fait la fierté du pays. Il s'agit donc d'Olivia Yassé, la représentante à Miss Univers, qui revient sur le sol ivoirien après sa performance remarquable lors du concours international. Son retour est attendu pour le 29 novembre 2025. Jérôme Ndri, bilan de ce parcours d'Olivia Yassé à Miss Univers. Non, elle l'a félicité parce que ça fait quand même la deuxième fois qu'elle l'a félicité. C'est vrai, c'est pour cette année, lorsqu'elle a été cooptée après Miss Côte d'Ivoire, bien qu'elle n'étant pas la Miss de l'année en cours, ça a fait grincer quelques dents, mais bon, elle a été très performante à cette compétition. Puis, malgré tout ce que nous avons entendu, tous ces petits coups bas qui sont peut-être liés à ce concours, parce qu'il faut le dire, moi je suis de ceux qui ont toujours dénoncé les règles de concours Miss, que ce soit Miss Côte d'Ivoire, que ce soit Miss Univers, parce que pour moi ces critères-là ne sont pas objectifs. Voilà. Donc avec tout ce qu'elle a connu, je pense que l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire doit la célébrer parce qu'elle a apporté haut le drapeau. Alors, Noël Conan, Olivia Yassé arrive demain. Est-ce que le type de réussite dont parlait Jérôme tout à l'heure peut influencer la promotion de la culture, la promotion du tourisme ivoirien? Oui, je pense que Olivia a brillamment défendu le drapeau ivoirien, mais aussi la culture ivoirienne. À travers cette tenue vestimentaire, on a vu la culture de notre pays. Et aussi, je vais dire, à travers sa prestation, on a vu, c'est le pays tout entier qui était à l'honneur lors de cette 74e édition qui s'est tenue en Thaïlande. Donc, je pense que, comme Jérôme l'a dit, elle a félicité pour avoir représenté dignement notre pays, la Côte d'Ivoire. Et même si à la fin, cette 74e édition se termine un peu mal compte tenu de tout ce qu'on a vu, elle aurait pu être sacrée Miss à cette édition qui allait encore apporter plus de fierté aux Ivoiriens que nous sommes. Mais pour ce qu'elle a fait déjà, arriver jusqu'à ce parcours parmi les top 5 et puis être quatrième dauphine et puis après élue, je crois, Miss Univers Afrique et puis Océanie, avant qu'elle ne dise qu'elle rende enfin démission, elle abandonne le titre, ou en tout cas elle a représenté dignement notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'on en a arrivé là parce que voilà, on soupçonne. Alors, elle décide de laisser tous les titres. C'est la dernière question. Hein. La régie me fait savoir qu'on a terminé. Elle décide de laisser tous les titres, mais on parle toujours des réussites d'Olivia Yassé. C'est une réussite individuelle. Comment est-ce que cette réussite-là individuelle peut se transformer en un véritable levier de développement pour le pays, pour la Côte d'Ivoire? Déjà, par Olivia, la Côte d'Ivoire, le nom de la Côte d'Ivoire a sonné un peu encore plus dans le monde entier. La Côte d'Ivoire a été placée dans la vitrine. Olivia Yassé, c'est la victoire de la culture ivoirienne à l'extérieur. C'est la victoire d'une femme intellectuellement assise, on le voit. C'est la victoire de son physique aussi. Je dirais c'est la plus belle de toutes ces femmes qui étaient en Thaïlande. Voilà, qui étaient en Thaïlande. D'autres même l'ont reconnue. Mais vous savez, la victoire à la fin, ce n'est pas la victoire forcément de la beauté ou bien du remplissage des critères. C'est la victoire par derrière, c'est défini par des lobbies. Et c'est ça la réalité du terrain. Les Ivoiriens ont pu apprendre cela. Les Ivoiriens ont pu connaître cette expérience. Je pense qu'elle est à féliciter. Les Ivoiriens l'attendent. Ils adorent bien ce genre de fête. Vous verrez sûrement, ils seront à l'aéroport pour l'accueillir. Pour encore une fois montrer que c'est la Côte d'Ivoire 225. On va encore se servir de ce truc-là pour démontrer ce que nous, on représente et on le sait déjà. Donc, félicitations à Olivia et puis voilà. Félicitations à Olivia, mais moi je tiens à vous remercier, hein, chacun de vous. Merci à Gaël Aouman Lakba, analyste politique. Merci à Jérôme Ndri. Merci également à M. Noël Conan. Merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Mesdames et messieurs, cette semaine encore, l'actualité nous a montré toute sa diversité, des enjeux politiques nationaux et internationaux aux exploits qui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Entre la mise sous mandat de dépôt de Brédoumi Soumaïla, la sortie médiatique de Charles Blé Goudé, le coup d'État en Guinée-Bissau et bien entendu le retour très attendu d'Olivia Yassé, nous avons pu analyser les faits, décrypter les enjeux et mesurer les
les différents impacts. Merci encore à tous nos invités pour leur contribution et à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sur cet hebdo. Au revoir.